Les femmes africaines qui immigrent au Canada présentent-elles un risque accru de violence conjugale ou un risque d'être victimes de féminicide de la part de leur conjoint ou de leur mari? Quels sont les facteurs qui peuvent contribuer à amplifier le risque de violence conjugale ou à entretenir cette violence dans les couples immigrants d'origine africaine au Canada? On en parle tout de suite après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui vous parle de la santé mentale au sein des communautés africaines. Nous pouvons difficilement aborder la violence domestique et le crime sans parler des croyances culturelles ou des réponses individuelles et collectives que les personnes concernées ont vis-à-vis de cette question. Ce qui implique bien évidemment que les limites de tolérance que chaque femme a envers la violence ainsi que les actions qu'un homme peut se permettre à son égard peuvent varier d'une personne à une autre. Perdre une mère, une fille ou une sœur à la suite d'un homicide n'est pas une situation facile. Et encore plus quand cette dernière est tombée sous les coups de son conjoint ou de son époux et donc de l'homme en question avec qui elle partageait sa vie. Ces femmes et mères qui laissent souvent derrière elles une famille éplorée et parfois de très jeunes enfants. Un traumatisme familial profond qui aura probablement des répercussions sur le développement de ces derniers. Que dira-t-on à leurs enfants? Comment s'adapter au fait que tu as perdu ta mère parce que ton père a pris la décision d'agir sous forme de violence vis-à-vis d'elle? Commençons par explorer les réponses courantes qu'on peut retrouver chez différentes femmes qui vivent de la violence dans leur ménage. Parce que comme je l'ai dit au départ, ton seuil de tolérance peut aussi contribuer à ce que l'autre personne introduise progressivement une escalade dans les comportements abusifs qu'elle va avoir vis-à-vis de toi. Cet homme-là peut commencer par des petites étapes, donc des petites humiliations. Ensuite, on va passer aux insultes, puis les menaces, puis des coups, le chantage. Vous voyez que ça va aller progressivement par rapport à ce qu'il va penser qu'il peut se permettre et par rapport aussi au pouvoir et au contrôle qu'il peut avoir sur vous. Première réponse, le rejet de la définition de la violence conjugale qui est donnée dans le pays d'accueil. Ici, la femme en question estime que ce qu'elle vit ne peut pas être qualifié de violence parce que cela constitue une norme ou une habitude dont elle a toujours été témoin dans son pays d'origine. Elle va donc nommer les choses différemment et rejeter toute proposition d'aide qui pourrait venir des intervenants et des services sociaux dans son pays d'immigration. Le professeur Flick, qui est un chercheur en sciences sociales et en éducation, explique d'ailleurs dans un de ses livres paru en 2005 que l'attente que les hommes agissent violemment dans certaines conditions est si ancrée et normalisée dans certaines cultures que la violence domestique est parfois justifiée par les femmes elles-mêmes en cas de perception d'infidélité, de désobéissance et de refus de la part de la femme de remplir ses responsabilités domestiques. Ce qui veut dire que dans certains contextes culturels, il y aura des femmes qui vont approuver le fait que l'homme en question soit violent vis-à-vis d'elle parce qu'elle se dit c'est ma faute, j'ai commis une erreur, je n'ai pas été une bonne femme. Vous voyez à quel point on peut conditionner une petite fille pendant l'éducation à penser que la violence qu'un homme va exercer à son égard est légitime parce qu'elle a fait ou pas quelque chose qu'elle était censée faire. La violence étant également considérée comme une question privée dans certaines communautés, la tendance générale consiste parfois à garder le silence, surtout quand la femme et sa famille ne sont pas financièrement autonomes ou ne peuvent pas compter sur une structure en place pour les épauler. Donc, réagir par rapport à la violence, c'est aussi réagir en fonction du soutien qu'on peut avoir autour de soi. Ces femmes-là vont parfois se résigner et se dire que c'est normal parce qu'elles ne voient vraiment pas ce qu'elle aurait pu faire d'autre. Deuxième réponse, prioriser les conseils de la famille. Il faut savoir que les modes de résolution de problèmes des disputes conjugales sont régulés différemment en fonction des structures familiales, de la religion et des traditions. La femme immigrante peut donc spontanément
se tourner vers sa famille, rester au pays ou vers sa belle famille afin d'essayer de trouver des solutions. Malheureusement, si ces derniers optent pour la banalisation et l'encouragent à endurer le comportement violent de son mari, cela peut avoir une influence sur elle, car malgré son besoin de quitter la relation, elle ne se sentira pas assez forte pour le faire parce qu'elle n'a aucun soutien social ni familial. Il faut savoir qu'il y a des familles qui valident les comportements abusifs des hommes et abandonnent ainsi leurs filles, leurs enfants entre les mains de leurs bourreaux, même après avoir vu les preuves de la gravité de la situation. Oui, parfois ta famille va t'abandonner à ton sort, même quand tu les appelles au secours, parce qu'ils vont dire oui, mais c'est de ta faute. S'ils se comportent comme ça, c'est parce que tu as fait ci, tu as fait ça. Ces femmes-là vont donc subir la violence en silence, par peur du jugement, du rejet et des critiques de la communauté sur le fait d'avoir été une mauvaise femme qui a échoué son mariage. Troisième réponse qu'une femme peut avoir en contexte d'immigration, considérer le divorce ou la rupture comme un échec en tant que femme. Surtout si cette dernière n'a rien accompli d'autre dans sa vie et si elle se définit prioritairement par son mariage. Étant donné que dans sa communauté culturelle, la réussite d'une femme est directement reliée à sa capacité à avoir pu se marier et à le rester malgré tout. On verra donc ici des femmes qui sont prêtes à tout pour rester mariées, car elles estiment que cette violence est un peu comme le prix à payer pour être validée socialement en tant que femme qui a réussi. Elles craignent donc d'être montrées du doigt, d'être stigmatisées comme celles-là qui n'ont pas su garder un mari. Ah oui, car il faut savoir que dans beaucoup de familles, il est usuel de reposer la réussite du couple uniquement sur les épaules de la femme. Donc si les choses se passent mal, c'est de ta faute. Si ça se passe bien, c'est encore toi. Le discours prépondérant sera culpabilisateur à l'égard de la femme à qui on attribuera toutes les causes de cet échec, comme si le mari n'a absolument rien à voir, il n'a rien à faire, il est juste dans le mariage et c'est sa femme qui fait tout pour que ça fonctionne. Vous entendrez parfois des reproches du genre, mais qu'est-ce que tu as fait pour que ton mari te frappe? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te chasse hors de chez toi? Tu es trop indisciplinée, tu n'es pas soumise, tu ne le respectes pas, tu ne sais même pas tenir un foyer. On dit rarement qu'une femme a chassé son mari, qu'elle a répudié son mari, car il est d'usage que c'est l'époux qui dote la femme et donc c'est lui qui a ce pouvoir de mettre fin à l'union, d'aller voir les parents et de dire que c'est fini. Ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, un mariage qui se termine signifie que la femme a échoué. Mais qu'en est-il de la responsabilité du mari? On ne peut pas faire reposer la réussite d'un projet aussi important que le mariage sur les épaules d'une seule personne. Ce n'est pas du tout logique. Quatrième réponse, normaliser la violence parce qu'on a grandi avec un père violent, des frères, cousins, oncles ou même des voisins violents envers leurs femmes. La femme a donc fini par se dire que c'est normal puisque tout le monde le fait. Donc, elle va donc immigrer, arriver dans un nouveau pays. Et si elle-même est victime de violence, elle peut banaliser la situation parce que c'est une stratégie d'adaptation qui lui a été enseignée. La résignation, la banalisation. Elle n'a jamais vu sa mère, ses soeurs, ses tantes riposter, porter plainte, divorcer suite à la violence conjugale parce que ces femmes-là sont les meilleurs repères qu'elle connaît. Cinquième et dernière réponse qu'une femme peut avoir dans ce cas-là, on a la soumission par peur des représailles. Ici, la femme a peur. Les rares fois où elle a essayé de protester, il y a eu des menaces, des escalades et même parfois du chantage. Elle se dit que cet homme-là est celui qui a pu la faire sortir d'une situation précaire dans son pays d'origine afin de la faire immigrer pour de meilleures conditions. Et encore, il le lui rappelle à la moindre occasion. Sans moi, que serais-tu? Si je t'avais laissé dans ta misère, à quoi aurait ressemblé ta vie? Il arrive même que l'homme en question soit celui qui pourvoit encore aux besoins financiers de la famille de la femme qui est restée dans le pays d'origine. Il exerce donc un pouvoir financier qui lui permet de manipuler et d'effrayer son épouse dans le cas où elle ne fait pas exactement ce qu'il lui demande. Je vois déjà certains hommes qui vont grincer des dents et commencer à parler de féminisme et du fait qu'une fois arrivées à l'étranger, les femmes changent et veulent les émasculer. Je ne dis pas qu'il y a certaines femmes qui font pas ça. Je vous renvoie simplement à ma vidéo qui parle de la violence faite aux hommes. Donc moi, je ne suis pas dans un discours où je prends parti. J'essaie de m'intéresser à la souffrance, qu'elle soit du côté d'un homme, du côté d'une femme, peu importe.
Tant qu'il y a de la souffrance, c'est cela qui m'intéresse en tant que clinicienne. Ce ne sont pas les batailles hommes-femmes pour savoir qui a raison, qui a tort. Parce que quand quelqu'un pousse la porte de mon cabinet et qui vient chercher de l'aide, il ne vient pas chercher de l'aide parce que je suis une femme. Il vient chercher de l'aide parce que je suis une clinicienne et que je peux l'aider. Donc, je ne fais pas du tout de discours clivé où je prends parti pour les hommes ou pour les femmes. Je parle autant de la violence qui est faite aux femmes que de la violence faite aux hommes et de la violence qui est faite aux enfants. Il existe évidemment des situations où la femme n'est dans aucune lutte ou dans aucune revendication. Elle a juste épousé un homme qu'elle ne connaissait pas et qui s'est ensuite avéré être une personne profondément blessée par ses précédentes relations et déceptions. Et ce monsieur estime qu'en allant chercher une épouse dans son pays d'origine, elle au moins lui obéira au doigt et à l'œil. La femme se retrouve donc dans une dynamique de pression constante car l'anxiété de son mari se répercute sur la relation qu'il a avec elle. Il a été traumatisé par ses précédentes relations et tous ces symptômes sont réactivés dans sa nouvelle relation. Donc son comportement découle aussi parfois de ces blessures émotionnelles-là qu'il n'a pas pris le temps de guérir. Ce n'est pas que la femme est dans un combat féministe, elle demande simplement à être traitée correctement. Malheureusement, il la surveille et craint qu'elle aussi finisse par le quitter, comme la femme de son ami là, ou les femmes dont il a entendu de nombreux témoignages. Il ne veut surtout pas figurer dans les statistiques. Il ne veut plus que ce qui lui est arrivé lui arrive de nouveau. Beaucoup d'hommes vont adopter un comportement quasiment paranoïaque. Et c'est justement ce comportement qui, à la longue, pourra ruiner la relation et nuire au développement d'un lien conjugal stable et de confiance avec leur nouvelle épouse. Voilà donc cet homme-là qui, avec son comportement, peut finir par provoquer ce qu'il craignait tant, la décision de son épouse de s'en aller, car elle vit dans le stress, l'abus émotionnel et physique et sombre progressivement dans la dépression. Donc parfois, c'est votre comportement qui déclenche le mal-être de l'autre, alors que la personne au départ souhaitait simplement attirer votre attention sur la manière dont vous la traitez. Mais ce faisant, elle a touché à une de vos blessures qui n'était pas encore guérie. À noter qu'il y a aussi de nombreuses femmes qui resteront dans cette relation dysfonctionnelle car elles ont développé de multiples traumatismes qui les empêchent de prendre action. Elles ont adopté une stratégie qui, selon elles, les protège du danger. Plus je me soumets et j'obéis, moins je reçois des coups, des insultes, des menaces et de l'humiliation. Donc je vais me taire, je vais vraiment me faire la plus petite possible dans la maison. Il ne va plus me crier dessus et j'aurai la paix. Vous voyez donc que la réponse de chaque femme à la violence peut parfois contribuer à amplifier sa vulnérabilité face à la violence conjugale. Le conjoint en question pouvant se croire tout permis parce que son comportement est validé par les deux familles et que sa femme a peur de lui. Et ça, il le sait. J'aimerais également souligner deux autres types de réponses qui peuvent contribuer à mettre la femme à haut risque sans qu'elle ne le sache. Premièrement, la confrontation par la violence. Ici, la femme va riposter par la violence ou alors elle sera celle qui va initier celle-ci. Ce qui, dans un contexte où elle vit loin de sa famille et sans grand support social, peut renforcer le comportement contrôlant de son conjoint. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé ma précédente vidéo sur les différents profils d'hommes qui sont plus susceptibles de commettre un féminicide, je vous recommande de la suivre pour mieux comprendre ce que je suis en train d'expliquer maintenant. Le lien de la vidéo se trouve dans la description et nous allons également le mettre dans les commentaires. Si votre conjoint a des difficultés à gérer ses émotions, s'il s'est déjà montré violent avec vous, s'il vous menace ou vous fait constamment du chantage, il vaut peut-être mieux ne pas riposter par la violence. Essayez plutôt de chercher de l'aide ou d'aller vivre ailleurs quelque temps, surtout si vous avez des enfants ensemble. Vous avez des organismes qui peuvent vous référer vers des logements temporaires et qui peuvent également vous référer à des spécialistes qui pourront vous aider à trouver des solutions alternatives. Vous avez également des lignes d'écoute que vous pouvez contacter pour parler avec un professionnel qui va pouvoir vous soutenir moralement et vous guider dans les prochaines étapes que vous pouvez mettre en œuvre pour sortir de la situation. Deuxième type de réponse qui peut mettre la femme à haut risque de violence ou de féminicide, la trahison.
Qu'est-ce que j'entends par là? Il peut arriver que votre mari ou votre conjoint ait un profil psychologique qui comprend l'impulsivité et la promptitude à commettre des actes irréfléchis sous le coup des émotions. Il peut également avoir une personnalité antisociale. Il peut même avoir des traits de personnalité narcissique aussi. Par conséquent, ces réponses à une perception de trahison réelle ou imaginée peuvent être très violentes, voire fatales. Ce type de personne peut réagir de manière disproportionnée à ce qu'elle perçoit comme étant de la trahison, même si pour vous cela n'en est pas une. Cet homme-là peut ainsi se dire qu'il a été exploité, il va chercher à se venger en mettant fin à votre vie, surtout si c'est lui qui a mis le plus d'efforts dans la construction de la relation et que vous décidez finalement de partir et en lui réclamant des pensions alimentaires faramineuses. Si vous lui demandez une grande partie de ses biens et que cette séparation sonne comme une chute sur les plans financiers, social et familial, cela peut être dangereux pour vous. Sans oublier les luttes juridiques violentes et tout ce que cela peut entraîner comme colère et ressentiment. Passer par la case de justice pour une séparation n'est pas une chose facile. Croyez-moi, c'est un long parcours de combattant. Je ne dis pas que vous n'avez pas de droit, pas du tout. Ce que je dis, c'est qu'il est important que vous sachiez reconnaître à partir de quand votre vie peut être en danger. La priorité est d'abord de se mettre en sécurité et vos droits, vous pourrez enfin les réclamer plus tard quand vous serez à l'abri. Comme je dis toujours, il est parfois mieux de choisir de perdre une bataille afin de gagner la paix et de rester en vie, toujours en fonction des situations. Bien sûr, ceci c'est pour des cas très spécifiques où la femme en question a en face d'elle un homme qui, sous la pression, la douleur, la colère ou la déception, est à risque de franchir les limites et de porter atteinte à sa vie. Vous voyez donc que chaque femme, en fonction de son histoire personnelle, de sa provenance et de son propre vécu, va adopter différentes stratégies d'adaptation face aux risques et face à la violence conjugale. Certaines réussiront à s'en aller et entameront un suivi thérapeutique, mais d'autres par contre auront besoin de plus de temps, de préparation et surtout de soutien pour pouvoir enfin y arriver. Donc ne demandez plus aux gens pourquoi tu ne pars pas, pourquoi tu ne pars pas, ce n'est pas aussi facile que ça. Donc si vous pensez vivre de la violence conjugale, je vous invite à contacter les lignes d'écoute ou les services d'aide de votre région. Ils pourront vous renseigner en toute confidentialité. Vous pouvez également me contacter si vous souhaitez être orienté dans votre recherche ou si vous avez des questions. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à la violence conjugale chez les femmes immigrantes d'origine africaine au Canada. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, likez, partagez. Si vous connaissez quelqu'un qui a vécu une situation similaire et qui a besoin d'aide, écoutez les conseils que je donnais dans la vidéo et essayez d'orienter la personne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Mental Science.